Donc maintenant, place à Madame Posca pour vous la présenter. Madame Julia Posca, elle est sociologue de formation, elle est chercheuse à l'Institut de recherche et d'information socio-économique l'IRIS. Elle s'intéresse à l'économie politique du capitalisme avancé et travaille entre autres sur les transformations du travail, l'endettement des ménages et les inégalités. Son premier essai, Le Manifeste des parvenus, aux éditions Luxe 2018, porte sur l'élite québécoise et l'idéologie entrepreneuriale qu'elle défend. Donc, il y aura la conférence et puis après une période de questions. Merci. C'est bon pour le micro? Je ne sais pas si... bonsoir. Merci. Donc, merci de l'invitation aux invitateurs. Puis merci de vous être déplacés malgré la grisaille. Et les 30 degrés, mais bon. Écoutez, je suis contente d'être ici ce soir parce que, comme je le disais à Sandrine plus tôt, en fait, à l'IRIS, bon, ben, d'abord, peut-être un mini-mot sur l'IRIS, si jamais vous ne connaissez pas, l'Institut de recherche et d'information socio-économique. On est un institut de recherche indépendant. On intervient sur des enjeux liés à l'économie et les finances publiques. Dans une perspective donc progressiste, puis dans le but d'amener un contre-discours au discours dominant qui est colporté par les élites. Et donc, dans ce but-là, on a publié cette année, en fait, il y a un mois, un livre qui fait le bilan des 15 ans du gouvernement libéral. Donc, le titre, c'est « Détournement d'État ». Et donc, ces temps-ci, je donne souvent davantage des conférences sur le thème de ce livre-là. Et c'est un bilan qui est, disons, pas très reluisant. Et donc, c'est toujours un peu déprimant de le livrer. Et donc là, en fait, je suis vraiment contente de venir parler de 5 chantiers parce que, donc, 5 chantiers, c'est un livre qu'on a publié en 2016. Donc, ça fait déjà 2 ans, mais qui est toujours autant, je pense, d'actualité. Et donc, on avait cet objectif-là de justement amener enfin des solutions parce que notre travail à l'IRIS, donc, c'est essentiellement de chialer tout le temps contre les politiques gouvernementales, notamment, mais avec cette conviction que l'État peut être un levier pour amener des transformations sociales. Et donc que justement cet État qui a été détourné de l'intérêt collectif, ben, on pourrait le remettre au service du bien commun. Et donc 5 chantiers, c'est une série de propositions qui justement visent à utiliser l'État pour amener différentes transformations dans la société québécoise, pour amener davantage de bien-être à la population, à l'ensemble de la population, mais aussi pour développer un nouveau rapport à notre territoire, puis à nos ressources et à notre économie. Donc, c'est vraiment un chantier pour transformer l'économie et la société dans une perspective d'améliorer la vie des gens, mais en utilisant l'État pour le faire. Et donc, on a essayé de sortir un petit peu des sentiers battus, même si on n'a pas non plus réinventé la roue. Ce n'est pas des propositions nécessairement révolutionnaires, mais il y a une tentative d'avoir une proposition structurante. Et pour mettre donc l'économie en fait au service des besoins de la population. Et ce sont donc 5 chantiers que je vais vous présenter là, dans un instant. Un chantier sur le temps de travail, un chantier sur la démocratisation du travail, un chantier sur le bien-être, un chantier sur le territoire et un dernier chantier sur la transition écologique. C'est des chantiers au sens où, justement, c'est des propositions, des mesures concrètes que le gouvernement pourrait prendre demain matin ou du moins, disons, le 2 octobre, s'il le voulait bien, moi en tout cas, une fois qu'il sera assermenté tout. Mais des propositions qui, évidemment, peuvent être améliorées ou complétées, qui ne demandent qu'à justement, qui sont un chantier pour améliorer le Québec. Donc, je vais tout de suite vous les présenter. C'est sûr qu'il y a beaucoup de matière, puis je vais aller un petit peu vite, mais bon, ça va vous donner une idée un peu de ce qu'on a proposé. Donc, le premier de ces chantiers, c'est le chantier sur la réduction du temps de travail.
Pourquoi cette question-là, elle est apparue comme importante? C'est évidemment parce que le travail est au cœur de nos vies. La plupart du temps de la vie est consacrée au travail. Or, pour bien des gens, en fait, le travail est source d'aliénation, de fatigue, donc est associé à finalement toutes sortes de maux qu'on peut vivre. Mais aussi, on réalise que le travail est mal réparti dans l'ensemble de la société. Il y a des gens qui travaillent beaucoup, il y a des gens qui n'ont pas de travail. Et donc, il y a aussi, en fait, le travail, on réalise, et souvent ne permet pas non nécessairement de combler l'ensemble de nos besoins. Ça, je vais en parler davantage dans le chantier sur le bien-être. Donc, bref, la manière que le travail est organisé en ce moment fait en sorte que on a de la difficulté à concilier, en fait, le travail avec les autres aspects de la vie, donc la vie en famille, mais aussi la vie en communauté, puis donc la vie justement avec l'entourage, l'implication communautaire et politique. Et donc ça a une conséquence sur la qualité des liens qu'on peut tisser, puis la qualité donc de nos relations. Ça a des conséquences sur les inégalités hommes-femmes aussi, parce qu'on réalise que maintenant les femmes participent pratiquement autant au marché du travail que les hommes, mais par ailleurs font encore énormément de tâches domestiques. Donc bref, il y a toutes sortes de problèmes liés à la répartition actuelle du temps de travail. Et c'est pour ça que donc une de nos la première mesure en fait qu'on met de l'avant, c'est l'idée de réduire le temps de travail. Donc, réduire le temps de travail, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on a en ce moment une semaine de travail normale qui est de 40 heures au Québec. Dans les faits, les gens travaillent en moyenne 36 heures, les hommes un peu plus, les femmes un peu moins. Et donc, nous, ce qu'on dit, c'est qu'on pourrait ramener la semaine de travail à 32 heures. Et d'ailleurs, en ce moment, à 36 heures en moyenne travaillées au Québec, en fait, on se retrouve à travailler davantage que des pays qui, comme l'Allemagne et la France, sont plus productifs que nous, mais on travaille aussi moins que d'autres pays qui, comme les États-Unis et le Mexique, sont beaucoup plus inégalitaires que le Québec. Donc, bref, c'est pas nécessairement un indicateur de bien-être, le temps de travail. Donc, bref, on pense qu'on peut le diminuer à 32 pour justement qu'on se dégage du temps pour donc justement prendre soin les uns des autres, pouvoir s'impliquer dans sa communauté. Donc, bref, dégager du temps, non pas pour rien faire, au contraire, du temps pour faire des choses, mais des choses qui participent pas simplement à accroître les profits d'une entreprise, mais qui servent plutôt à améliorer donc notre vie en communauté, la vie familiale. Dans cette proposition-là, donc sur le temps de travail, on pense donc qu'il faut se dégager du temps dans une semaine de travail, donc ramener la semaine à 32 heures, mais il faut aussi se dégager du temps dans l'espace d'une année. Donc, une autre mesure qui pourrait être mise en place par le gouvernement, c'est d'augmenter les semaines de congés. Parce que le nombre de congés, en fait, qu'on a par année, selon la loi, toujours la loi sur les normes du travail, en ce moment, au Québec, il y a 18 jours de congés statutaires, là, si on ajoute les fériés et les vacances. Donc, c'est vraiment pas beaucoup quand on y pense. Là, 18 jours sur 365, c'est absolument rien. Il y a des pays où il y en a beaucoup plus. En Autriche, par exemple, c'est 38. En France, 31. Mais bon, il y a d'autres pays, évidemment, comme les États-Unis, où c'est beaucoup pire, là, où c'est bien pire. On ne va pas se comparer à eux. Mais donc, bref, avoir plus de vacances pour, dans l'espace d'une année, pouvoir avoir des moments de repos, pouvoir, encore une fois, avoir des moments en famille ou simplement pour des projets personnels. Et donc, pour tisser des liens plus forts. Donc, voilà. Et donc, plus de temps dans une semaine, plus de temps dans une année, mais aussi plus de temps dans une vie. Et ça, c'est donc comment on fait pour avoir plus de temps à nous, du temps, si on veut, qui n'est pas déterminé par l'entreprise dans le cadre, sur la longueur d'une vie. Eh bien, c'est la troisième proposition qu'on met de l'avant, c'est l'idée
bon, on l'a appelé le congé universel pour projet personnel, mais c'est un peu l'idée, dans le fond, d'avoir pour l'ensemble des travailleurs, des travailleuses, un congé sabbatique que certains employeurs offrent en ce moment à leurs employés. Par exemple, dans les universités, hein, souvent les professeurs, après 5 ans, ils peuvent prendre une année sabbatique. En fait, dans leur cas, souvent, ils sont vraiment bien traités parce qu'ils sont payés pendant cette année-là, mais on voit dans certaines entreprises, on va être payé pendant 4 ans à 80% de notre salaire, puis là, la 5e année, on est donc encore payé avec les 20% qui ont été accumulés à chaque année pendant 4 ans. Donc, bref, c'est un modèle qu'on pourrait donc intégrer dans la loi sur les normes du travail, que chaque entreprise offre ce type de congé-là, pour que si, à un moment donné dans notre vie, on veut soit aller juste se ressourcer parce que, ou bien s'occuper d'un proche qui est malade, ou bien aller étudier dans un champ, bref, pour faire autre chose que d'être dans une entreprise et être un salarié. Donc, voilà 3 mesures. Évidemment, on pourrait penser à d'autres mesures simples comme augmenter le nombre de pauses au travail, parce qu'on sait que le rythme actuel du travail fait en sorte que les gens ne sont même plus productifs, ce qui, par exemple, devrait être, soi-disant, l'objectif qu'on s'est donné comme société, être le plus productif possible. Or, le travail est tellement éreintant qu'on n'atteint même pas, ou du moins on ne l'atteint pas autant qu'on pourrait l'atteindre si on se donnait plus de temps au travail. Donc, bref, des pauses, c'est ce genre de mesures-là assez simples auxquelles on peut penser pour que le travail soit plus aussi central qu'il l'est en ce moment, mais aussi qu'il soit plus aussi justement éreintant, puis que ça ne prenne pas toute la place, faire en sorte qu'il y ait de la place pour les autres dimensions de la vie. Et aussi, parenthèse, mais ça fait lien avec le dernier de nos chantiers, ou en tout cas les 2 derniers chantiers sur l'environnement et le territoire, mais réduire le temps de travail, c'est aussi, avoir des revenus qui seraient peut-être plus bas, mais qui, par ailleurs, feraient en sorte qu'on consommerait moins aussi. Puis on consommerait moins, pas seulement parce qu'on aurait moins de revenus, mais aussi parce que il y aurait en fait du temps pour, je l'ai dit, pour la vie en communauté, et donc pour faire autre chose que juste consommer. Parce que quand on travaille des heures, quand on a des semaines de fou puis qu'on est fatigué, on a juste l'énergie pour finalement, justement, avoir des espèces de récompenses. Puis la consommation, c'est ça, en fait. Souvent, c'est une récompense qu'on se donne parce qu'on est brûlé. Donc, bref, il y a aussi, dans une mesure de réduction du temps de travail, un objectif environnemental, en fait, écologique qui est rencontré par ce type de mesure-là. Mais donc, c'est pas tout. Il reste que le travail continue à occuper une place importante. Puis même si on avait une semaine de 32 heures, ce serait quand même une part importante de notre semaine qu'on passerait au travail. Et donc, il faut penser aussi à rendre les lieux de travail plus sains. Et ça, donc, c'est un objectif qu'on a détaillé dans le chantier sur la démocratie. Puis en fait, c'est que, oui, la démocratie, là, on va élire bientôt, on va tous aller voter. On définit souvent la démocratie comme donc cet acte-là de se nommer des dirigeants. Mais en fait, il y a d'autres lieux dans la société où on pourrait redonner du pouvoir aux gens. Et c'est pas seulement donc en politique, mais c'est aussi dans l'économie. Et donc ça passe par une démocratisation des lieux de travail. Donc, cette mesure-là, on pensait justement qu'elle était essentielle parce qu'on a actuellement des lieux de travail très hiérarchisés, donc où le pouvoir est concentré, c'est ça, dans les mains finalement de dirigeants d'entreprise, de patrons, donc des organisations très verticales, et des entreprises qui souvent, puis là, je pense surtout évidemment aux plus grandes entreprises, hein, qui sont celles qui emploient le plus de gens au Québec. Des entreprises donc où les dirigeants, en fait,
sont pas en priorité préoccupés par le bien-être de leurs employés, mais sont davantage préoccupés par le bien-être de leurs actionnaires. Hein. C'est, je veux dire, l'objectif principal d'un dirigeant, même s'il ne le dira pas comme ça, mais c'est davantage de faire fructifier les profits de l'entreprise, puis donc de générer du rendement pour des actionnaires. Et ça se fait souvent au détriment donc des conditions de travail. Et donc, c'est en ce sens-là qu'il faut remettre en question l'organisation du travail puis le pouvoir, la concentration du pouvoir dans les entreprises, parce qu'on pense que si le pouvoir redescend hein, dans les organisations, eh bien, les travailleurs et les travailleuses sont ceux qui sont le plus à même d'organiser le travail de manière à le rendre viable, le rendre agréable. Et donc, bref, il y a ce besoin-là d'amener davantage de démocratie. Maintenant, comment le gouvernement peut participer à ce mouvement-là? Eh bien, en fait, il y a deux manières, disons. D'abord, si on pense aux entreprises privées, puis même on pourrait étendre aux entreprises, disons, d'économie sociale, donc tout ce qui ne relève pas du gouvernement, il faudrait qu'on étende le mouvement coopératif, en fait. Parce que qu'est-ce qui est un mode d'organisation démocratique d'une entreprise? C'est le modèle coopératif. Bon. Mais pour faire ça, puis actuellement au Québec, c'est assez marginal en fait le mouvement coopératif. C'est environ, c'est moins de 3%. Moi j'ai un cheveu qui me dérange, bon, excusez-moi. C'est environ moins de 3%, c'est ça, des entreprises au Québec qui sont des entreprises coopératives, moins de 4% de la main-d'œuvre. Mais c'est quand même des entreprises qui génèrent un chiffre d'affaires de plus de 33 milliards de dollars. Et c'est aussi des entreprises qui sont réputées pour, en fait, avoir une plus grande longévité que les entreprises traditionnelles, là, où justement, où il y a une grande hiérarchie. Donc, ils ont un meilleur taux de survie, notamment parce que, justement, hein, le climat de travail est meilleur et donc, on réalise que ça contribue, en fait, à la longévité des entreprises. Donc, en ce moment, pour la période de 2015-2020, il y a un plan d'action gouvernemental en économie sociale qui était doté d'une enveloppe de 100 millions de dollars pour ces 5 années-là. Et donc, nous, ce qu'on dit, c'est multiplions ce 100 millions-là. Pourquoi pas l'amener à 1 milliard? 1 milliard de dollars pour stimuler l'économie coopérative. Bon, ça peut avoir l'air beaucoup, mais en fait, c'est 1 milliard parmi d'autres subventions qui sont dédiées aux entreprises au Québec. Puis en fait, ça représenterait seulement le quart de toutes les subventions qui sont données aux entreprises au Québec si on augmentait donc ces fonds-là, si on les amenait à 1 milliard de dollars. Mais le gouvernement pourrait aussi faire autre chose. Il pourrait, par exemple, quand il y a des entreprises qui ferment, aider les employés qui veulent récupérer leur entreprise justement, à reprendre possession de l'entreprise plutôt que de simplement la fermer. Mais le gouvernement pourrait aussi, quand il fait des appels d'offres pour construire des infrastructures, par exemple, ou donner différents services, prioriser les entreprises coopératives, donc encore une fois, pour stimuler ce secteur-là de l'économie. Maintenant, donc ça, c'est ce qui peut être fait dans le secteur privé, justement, mais il y a aussi tout un autre pan de notre économie qui est public, puis ça, c'est évidemment donc tous les services publics, les différents paliers de gouvernement. Donc, en ce moment, il y a un peu moins de une personne sur 4 qui, au Québec, travaille directement ou indirectement pour un des 3 ordres de gouvernement, fédéral, provincial, municipal. Donc, c'est quand même beaucoup de gens qui ne sont pas justement dans les entreprises privées. Et donc là, il y a aussi des lieux de travail à démocratiser. Et on a déjà des exemples, en fait, intéressants dans les services publics de démocratie.
au travail. Bon, on peut penser par exemple, il y a les universités et les cégeps qui sont organisés avec où il y a un certain degré de gestion collégiale. Hein. Évidemment, oui, il y a des directions, puis il y a des conseils d'administration qui ont leur mot à dire, puis qui orientent, qui déterminent les grandes orientations souvent de ces institutions-là. Mais il reste que les professeurs, les départements, souvent sont organisés de manière collégiale. C'est des professeurs qui s'occupent de la direction des départements. Donc, bref, ça existe déjà, tant mieux. Mais on a aussi au Québec, évidemment, les centres de la petite enfance, qui sont un modèle de cogestion entre les parents et les travailleurs et les travailleuses, surtout de ces centres de la petite enfance-là. Dans les 10 dernières années, les centres de la petite enfance ont été en fait abandonnés, si on veut, par le gouvernement qui a davantage priorisé, de différentes manières, les garderies privées non subventionnées, qui sont en fait subventionnées d'une autre manière. Mais bref, le réseau des garderies privées s'est développé énormément au détriment donc, des centres de la petite enfance, des CPE. Et donc, on pense qu'il faudrait au contraire donc, investir dans ce réseau des CPE-là, qui est le type de garderie qui offre de toute façon les meilleurs services, les services qui ont une plus grande qualité. Et donc là, étendre ce modèle-là, ça voudrait aussi dire permettre à donc, des entreprises qui sont gérées de manière démocratique de se multiplier au Québec. Un autre lieu, une autre institution qui a été négligée par nos gouvernements, c'est les CLSC, qui sont donc, encore une fois, des organismes qui avaient été conçus pour être gérés aussi par les communautés, donc avec des comités où on avait à la fois des usagers puis du personnel de ces CLSC-là. Et donc, qui étaient très ancrés dans leur communauté. Hein. C'est aussi des centres locaux de services communautaires, donc ça le dit même dans le nom. Or, encore une fois, ce modèle-là a été délaissé par le gouvernement qui a priorisé donc, les hôpitaux depuis une vingtaine d'années, qui a priorisé les groupes de médecine familiale en clinique privée, c'est-à-dire en clinique qui se trouvent à être souvent en fait des entreprises privées, mais qui reçoivent de l'argent de l'État. Donc, à prioriser des lieux où c'est les médecins qui ont tout le pouvoir et où les autres professionnels de la santé ne sont pas autant impliqués, ou du moins où tout le monde travaille davantage en silo. Et donc, bref, il y aurait lieu de réinvestir ce réseau-là de cliniques, non seulement parce que, pour redonner un meilleur accès aux soins, mais aussi parce que c'est des lieux de travail qui sont plus démocratiques et donc plus à l'écoute des besoins des communautés. Donc, ça fait le tour de ce chantier sur la démocratie au travail. Et ça m'amène au troisième chantier sur le bien-être. Parce que, et ce chantier-là, il est important parce que on est donc une société riche, mais malgré le fait que le Québec soit donc une société riche, il y a encore beaucoup de gens qui ne peuvent pas subvenir à leurs besoins, que ce soit parce qu'ils n'ont carrément pas de travail, ou bien encore parce que, oui, ils travaillent, mais leur travail ne leur permet pas de répondre adéquatement à leurs besoins. Et on calcule que environ 10% des gens au Québec, donc 10% de la population québécoise qui a des revenus qui ne leur permettent pas de couvrir leurs besoins de base, hein, donc s'alimenter, se loger, se vêtir, se transporter. Et puis c'est même presque le quart des personnes seules qui sont dans cette situation-là. Donc qui ont un revenu, en fait, qui équivaut à ce qu'on appelle la mesure du panier de consommation. C'est une mesure donc statistique là, qui nous permet, qu'on évalue que
à ce niveau de revenu-là, au niveau donc, de la mesure du panier de consommation, la MPC de son petit nom. Quand on est à ce niveau-là, ben, si on est en bas de cette ligne-là, on n'a pas des revenus suffisants pour couvrir nos besoins de base. Puis quand on est au-dessus, là, on commence à dégager une espèce de marge de manœuvre. Évidemment, si on est juste un peu en dessous ou juste un peu en dessus, ça ne fait pas une grosse différence. Mais bon, ça nous permet, disons, de nous donner une idée de justement comment les revenus sont répartis. Et donc, ce revenu-là, là, c'est des données, je pense, que j'ai pour 2011, donc ça date un petit peu, là, il faudrait les mettre à jour, mais en 2011, c'était le revenu donc, qui faisait cette ligne entre la couverture des besoins essentiels, c'était un revenu de 18 000 donc, quand je dis qu'il y a 10 de la population qui n'est pas capable de couvrir ses besoins au Québec, bien, ça veut dire qu'il y a 10 des gens qui gagnent en dessous de 18 000 Quand on est à l'aide sociale, notre revenu est la moitié moins de ça, donc autour de 8 000 à 9 000 Donc, c'est évidemment des montants qui sont dérisoires, puis qui, bon, on le voit bien, on le conçoit bien, ne permettent pas donc de remplir ses besoins. Et qu'est-ce que ça a comme conséquence? Eh bien, c'est que, évidemment, les gens qui sont dans ces situations-là, ben, se retrouvent à faire toutes sortes de sacrifices sur leur santé, parce qu'ils font des sacrifices sur leur alimentation, mais aussi simplement sur les loisirs. Donc, c'est aussi des gens qui se mettent en situation vulnérable, qui peuvent être amenés à s'endetter de manière des fois un peu informelle. Donc, c'est aussi une atteinte à l'estime de soi. Donc, bref, beaucoup de sacrifices qui sont liés à cette situation-là que nous, on a qualifié de déficit humain, en fait. Hein. Il y a des gens, on est en déficit en tant que société envers ces gens-là qui n'ont pas les moyens de vivre décemment. Et donc, on a besoin d'avoir un nouveau pacte social, hein, de se dire c'est pas vrai qu'en tant que société riche où on a de l'argent pour des médecins spécialistes hein, à coût de milliards ou de l'argent à coût de milliards pour des entreprises comme Bombardier, c'est pas vrai qu'on peut laisser des gens vivre dans un état d'aussi grande précarité. Donc, quelles mesures est-ce qu'on met de l'avant pour relever ce défi-là? Des mesures assez simples, en fait, dans ce cas-là. La première, c'est de bonifier, en fait, le crédit d'impôt pour solidarité. Pourquoi ça? Parce que c'est une mesure fiscale qui existe déjà, qui est donc un simple ajustement hein, dans un relevé d'impôt. Finalement, si une personne n'a pas les revenus suffisants à la fin de l'année, ben, on va ajuster justement le crédit en conséquence, mais si elle gagne trop, ben, elle ne touchera pas ce crédit-là, donc c'est assez facile à administrer. Contrairement à l'aide sociale, il n'y a pas aussi un effet stigmatisant parce que justement, on n'a pas à aller remplir un formulaire, se justifier, devoir se rapporter à des fonctionnaires qui doivent s'assurer qu'on est sincère dans notre démarche, tout ça, de recherche d'emploi. Donc, bref, il y a une mesure-là qui est assez simple à utiliser, puis qui permettrait donc de redistribuer les revenus parce que c'est ça l'enjeu au fond. Quand on prend l'ensemble des revenus qui sont gagnés au Québec par les individus, on arrive à la somme de, puis ça encore une fois c'est les chiffres de 2011, là, mais d'environ presque 200 milliards de dollars. Et le manque à gagner pour ramener les 10 de la population qui est en dessous de la ligne de couverture des besoins de base, c'est un peu moins de 4 milliards. Donc, 4 milliards de dollars versus 200 milliards, c'est pas grand-chose en fait. Donc, des revenus, il y en a dans la population, mais ils sont mal répartis. Puis l'impôt, c'est une manière évidemment de répartir de manière plus équitable les revenus. Et donc, c'est pour ça qu'on dit utilisons le crédit d'impôt à la solidarité. Maintenant, ça, c'est un effort que l'État peut faire, le gouvernement peut faire pour redistribuer la richesse.
mais il faut aussi que les entreprises fassent leur part. Et là, la deuxième mesure simple à implanter, c'est évidemment d'augmenter le niveau du salaire minimum. Là, qui est rendu à 11 et quelque chose, j'ai perdu le fil. 11,75. Oui, c'est ça, 11,75, exactement. Bon, encore une fois, quand on avait fait le livre, on avait calculé que c'était plutôt autour de 15 $, 15,50 $, que un salaire minimum pourrait être considéré comme viable, donc pourrait nous permettre de couvrir les besoins de base. Et ça, c'est une mesure qui est non seulement qui permettrait donc de sortir des travailleurs et des travailleuses de la pauvreté, parce que les gens qui gagnent le salaire minimum, c'est donc des travailleurs, des gens mais qui ne gagnent pas assez pour vivre dignement. Mais donc, c'est un moyen aussi d'amener en fait des nouveaux revenus au gouvernement, parce qu'en sortant les gens de la pauvreté, d'une part, on a moins besoin d'avoir des mesures de soutien aux revenus, comme le crédit d'impôt à la solidarité, mais on a aussi des gens qui, éventuellement, se mettent à payer de l'impôt parce qu'ils changent de palier. Donc, c'est une mesure qui est gagnante, puis des gens aussi qui, éventuellement, peuvent consommer davantage, parce que quand on passe de 11 $ de l'heure à 15 $, évidemment, on ne s'en va pas à la Barbade pendant un mois, où on ne va pas mettre cet argent-là supplémentaire dans les paradis fiscaux. On va aller se faire couper les cheveux, ou on va aller au cinéma, amener ses enfants au cinéma parce qu'on ne l'a pas fait depuis longtemps. Bref, ça encourage aussi l'activité, l'économie locale. Donc voilà quelques mesures pour donc améliorer le bien-être de l'ensemble de la population et qui auraient des effets donc sur la santé des gens, mais sur l'économie aussi, comme je viens de le dire. Les deux chantiers suivants et derniers chantiers, c'est donc des chantiers qui sont, on a davantage parlé de travail, de bien-être, tout ça, mais c'est des chantiers qui sont davantage dédiés à prendre soin de notre planète, en fait. Et le premier de ces chantiers-là, c'est celui sur le territoire. En fait, la réflexion qu'on a eue, c'est que actuellement notre territoire, il est soumis à un impératif d'extraction de valeur, donc de profitabilité. On le voit autant donc, quand on pense à la manière dont on gère nos ressources naturelles et énergétiques. Hein, on extrait des ressources pour générer du profit à court terme. Mais on le voit aussi, ça touche tant le secteur des mines que des hydrocarbures, de la forêt, mais aussi l'agriculture, hein, qui est axée donc, sur une agriculture intensive. Mais on le voit aussi en ville, en fait, puis en ville et en banlieue. Le phénomène de la spéculation immobilière dans les grands centres comme Montréal ou Québec ou Vancouver ou peu importe Toronto fait en sorte que le type de développement immobilier qui se fait est en fait poussé par donc, cet impératif-là de profit pour les promoteurs qui font le développement. Puis en banlieue, qu'est-ce qu'on voit? On voit des villes qui sont donc en fait dépendants des revenus fonciers et donc qui sont encouragés aussi à construire, mais donc à encourager un étalement urbain qui évidemment est catastrophique sur le plan environnemental. Donc bref, tant dans les milieux très habités que des milieux où il y a une moins grande densité de population, mais où il y a davantage donc, une utilisation du sol et des ressources. Il y a cet impératif-là toujours de faire du profit qui justement est en train de détruire notre territoire. Et donc, il y a un développement qui se fait tant en ville qu'en campagne, encore une fois, au détriment finalement des populations et de l'environnement. Donc, la question qu'on s'est posée, c'est comment se réapproprier finalement le territoire, hein, comment arracher le territoire des mains des spéculateurs ou des entreprises extractives, sans évidemment
pour autant arrêter toute activité économique, parce que l'activité économique, on en a toujours besoin pour répondre à nos besoins. Mais on sait, en fait, on a défini deux principes. Le premier principe, c'est donc qu'il faudrait développer notre territoire, non pas en fonction de sa valeur d'échange, mais plutôt en fonction de son usage, de l'usage qui va en être fait. Et donc ça c'est un premier principe. Et le deuxième principe, ben, c'est, encore une fois, de démocratiser davantage la gestion de ce territoire-là. Et donc, pour remplir ces deux objectifs-là, ben, il y a deux mesures qu'on met de l'avant, qui sont un petit peu plus funky, peut-être, par rapport en comparaison avec les autres. La première de ces mesures, donc pour développer le territoire en fonction de l'usage, c'est l'idée de développer ce qu'on appelle des fiducies foncières, en fait, que nous, on a appelé, là, parce qu'encore une fois, on voulait innover un petit peu, des organismes fonciers utiles. Donc, des fiducies, qu'est-ce que c'est une fiducie? C'est une entité juridique qui a le soin de gérer d'administrer un bien. Puis là, ça peut être un territoire, mais ça pourrait être autre chose. Ça pourrait être aussi un héritage, par exemple. Mais donc, la fiducie a le mandat d'administrer le bien dans un but précis. Quand c'est, par exemple, donc une fiducie familiale où la fiducie administre un héritage, ben, l'objectif, c'est de faire en sorte que l'héritage n'est pas dilapidé, puis que souvent, c'est des riches qui vont prendre leur argent, le mettre dans la fiducie, puis pour que éventuellement les petits-enfants ou les enfants puissent toucher cet héritage-là. Donc, bref, le concept de fiducie, quand il est appliqué au territoire, ben, c'est qu'on dit, on prend donc voilà, on délimite un territoire. Ce territoire-là devient donc est géré par la fiducie, puis la fiducie va déterminer quels sont doit en fait gérer en fonction des objectifs qui auront été déterminés par la communauté. Donc, par exemple, c'est un modèle qui en fait existe et beaucoup plus répandu aux États-Unis, mais il y en a aussi au Québec. Puis je vous en donne des exemples pour que ce soit peut-être un peu plus concret, mais par exemple, il y a dans les cantons de l'Est la fiducie foncière du Mont-Pinacle, donc à Fredericksburg. Donc, les gens de cette communauté-là ont voulu préserver le Mont-Pinacle, le préserver justement des promoteurs immobiliers, d'un développement qui ne serait pas respectueux de la nature, tout ça. Et donc, ils ont créé cette fiducie qui doit justement préserver le Mont-Pinacle, mais évidemment, le rendre donc accessible à la population, mais tout en le préservant pour les générations futures. Puis des fiducies comme ça, il y en a justement. Il y en a quelques-unes d'autres au Québec. Il y a le groupe d'accès à la Montmorency, donc ici près de Québec. Donc dans ce cas-là, l'idée c'était de préserver une rivière, la rivière Montmorency. La fiducie protecteur de la ferme Cadet-Roussel. Donc là, c'est des terres agricoles qu'on veut protéger. Mais il y a aussi à Montréal la communauté de Milton Park, qui est donc un quartier assez central à Montréal, près du centre-ville en fait, et où donc c'est en fait une fiducie qui gère le parc immobilier et l'objectif dans ce cas-là, c'est de maintenir des loyers abordables. Donc, il n'y a que des... en fait, c'est une majorité de coop. Et donc l'objectif, c'est ça, c'est de garder, à une époque où il y avait justement à Montréal de la spéculation, il y en a encore, mais il y avait de la spéculation immobilière qui touchait les quartiers centraux, mais la communauté de Milton Park s'est organisée, puis a créé donc cette fiducie-là à l'échelle du quartier pour donc préserver, faire en sorte que les gens puissent rester dans le quartier. Est-ce que ça se peut le parc Victoria? Ah, c'est possible. Je ne connais pas tous les exemples, mais il y en a certainement d'autres. Avec une vocation. Ah oui, c'est peut-être un peu le même genre.
Le deuxième, donc j'avais dit objectif, c'est de démocratiser la gestion du territoire. Je vais passer un peu plus rapidement là-dessus parce que le temps file, mais l'idée qu'on mettait de l'avant, c'était celle d'introduire un nouveau palier décisionnel qui ne serait pas à l'échelle des villes ou des MRC, mais qui serait donc à une échelle plus petite, que ce soit un quartier ou un village, là, selon la taille justement des communautés, mais d'introduire un palier qui aurait justement dont le mandat serait de créer des fiducies foncières, puis de pouvoir déterminer quels sont les lieux qui sont réservés à l'habitation, quels sont les lieux qui sont réservés à l'agriculture, quels sont les lieux qui sont qu'on veut préserver, donc comme je le disais tantôt, ça peut être une rivière ou un paysage, peu importe, mais donc de créer des institutions qu'on a appelées des communes, en fait, dans le livre. Non pas par nostalgie de l'époque hippie, mais simplement pour ramener l'idée de commune, de commun, puis de communauté, puis donc de l'implication qu'une communauté peut avoir dans la gestion du territoire. Et donc, ces mesures-là auraient donc non seulement pour objectif de justement préserver différents écosystèmes, mais aussi de dynamiser la vie communautaire pour faire en sorte qu'on ait justement des milieux de vie plus stimulants que des banlieues dortoirs, pour ne nommer que cet exemple-là. Ça m'amène donc au dernier chantier, qui je pense, peut-être touche plus directement les Amis de la Terre, mais qui en général devrait du moins toucher tout le monde, celui de donc, la transition énergétique. Je pense que je vous apprends rien là, en vous disant que l'activité humaine a un impact telle qu'elle se fait depuis 100-150 ans, a un impact catastrophique sur le climat, puis sur nos écosystèmes, et donc sur notre capacité à même maintenir ces écosystèmes-là pour préserver finalement les conditions essentielles de la vie. Il y a là une urgence évidemment de s'attaquer à ce problème-là parce qu'on est actuellement donc, dans une situation où on vit une déforestation massive, désertification de certaines zones de la planète, l'acidification des océans, la fonte des calottes glaciaires. Bref, on a aussi tout un phénomène de réfugiés climatiques qui est comme un symptôme de ces problèmes-là environnementaux. Il y a évidemment aussi des coûts énormes liés à ces problèmes-là. Le fait qu'il y ait une accentuation des catastrophes, des catastrophes climatiques, oui, comme on a vu les tornades la semaine dernière en Outaouais, mais on peut penser aussi évidemment à toutes sortes de phénomènes extrêmes climatiques qui ont eu tendance à se multiplier étant donné les changements climatiques. Bien évidemment, ça a des coûts sur la reconstruction nécessaire qu'il y a à faire, les coûts pour s'adapter à ces changements climatiques-là. Bref, vous le savez, la planète surchauffe et on a donc des gouvernements qui sont en fait qui nous disent qu'ils mettent de l'avant toujours des mesures d'austérité et donc qui n'auront pas tendance à faire les investissements nécessaires pour opérer une transition écologique, étant donné cet impératif-là d'austérité budgétaire. Puis on a de l'autre côté des entreprises qui évidemment sont souvent, donc, comme je le disais plus tôt, animées par l'objectif d'augmenter leurs profits et donc qui font passer cet objectif-là avant celui de préserver les écosystèmes. Pensons à tout le dossier des hydrocarbures, évidemment. On a au niveau fédéral un gouvernement
qui se vantait, qui se présentait comme un gouvernement qui allait être vert là, après les années sous les conservateurs de Stephen Harper. Or, finalement, c'est un gouvernement qui est, ma foi, hautement enthousiaste face à tous les projets de pipeline et donc qui est en complète contradiction, alors qu'on s'est donné des objectifs de réduction de gaz à effet de serre. Donc, bref, il faut évidemment changer de cap complètement si on ne veut pas manquer le bateau. Et qu'est-ce que donc un gouvernement qui voudrait s'attaquer à ces problèmes-là pourrait faire? La première mesure qu'on pense pourrait nous permettre de changer de cap, justement, c'est de se doter d'un budget carbone. Là, en ce moment, depuis une vingtaine d'années au Québec, on a un objectif qui est celui du déficit zéro, et donc qui est un carcan hein, qui structure l'action de l'État. Eh bien, on se dit, ce carcan-là, en fait, il nous nuit. Il faut au contraire se donner un autre cadre. Ce cadre-là, c'est le budget carbone, c'est-à-dire que on ne peut pas financer des projets qui vont faire augmenter nos émissions de gaz à effet de serre. Et donc, le budget carbone vise à se donner, à fixer la limite d'émissions de gaz à effet de serre qu'on doit respecter, et donc de viser à justement, oui, développer l'économie, parce que l'État peut aider à développer l'économie, mais en respectant toujours ce budget-là. Et donc, si on avait ce type d'instrument-là, qui est eh bien, on n'aurait pas, par exemple, le gouvernement n'aurait pas subventionné la cimenterie de Port-Daniel en Gaspésie, parce que c'est un projet qui va augmenter, faire exploser même les émissions de gaz à effet de serre au Québec. Par contre, avec un tel budget, on pourrait se dire on va investir en transport en commun parce que ça va enlever des voitures des routes. Et donc ça va améliorer notre budget, notre bilan carbone. Et donc d'ailleurs, la deuxième mesure en fait qu'on met de l'avant, c'est l'idée que, voilà, étant donné que c'est l'automobile qui est la principale responsable des émissions de gaz, en fait le transport, l'automobile, qui est le principal responsable des émissions de gaz à effet de serre au Québec, eh bien, il faut s'attaquer à ça, puis ça passe par des investissements massifs en transport en commun. Et là, on sait, il y a évidemment des lacunes. Le gouvernement ne fait qu'investir dans les autoroutes, dans des troisièmes liens. Désolée pour ceux qui habitent en banlieue, là. Mais donc là, les priorités ne sont pas à la bonne place. Et donc, investir en transport en commun, ça veut dire, oui, dans les villes, mais ça veut dire aussi entre les villes. On est une grande province, il faut se donner les moyens de pouvoir circuler et sans avoir à utiliser sa voiture. Donc, bref, investir aussi dans le transport interurbain. Donc ça, c'est des mesures qui, je pense, sont plus... on en entend parler d'ailleurs un peu ces temps-ci avec la campagne électorale. Mais une autre idée qu'on met de l'avant dans ces 5 chantiers-là, dont on parle peut-être un peu moins, c'est l'idée d'imposer un tarif sur les importations. Et donc là, l'idée, c'est de dire, actuellement, on importe, par exemple, des pommes du Chili, l'hiver du moins, là, qui, évidemment, ont une empreinte écologique beaucoup plus grande parce que, elles ont dû se déplacer pour venir jusqu'à nous, donc en transport. Elles ont dû être transportées. Et donc, c'est vrai pour tous les biens qu'on importe. Mais en plus, souvent, ces biens-là, ils ont été produits avec des énergies polluantes, beaucoup plus polluantes que les énergies, la source principale d'énergie qu'on a au Québec, c'est l'hydroélectricité, qui est quand même moins polluante. Donc, bref, il faudrait idéalement, en fait, limiter nos importations. Et ça ne veut pas dire cesser toute importation, parce que c'est pas vrai qu'on va se mettre à tout produire au Québec. Mais du moins, il y a une série de biens qu'il faudrait produire davantage chez nous. Puis donc ça passerait par imposer ce tarif sur les importations.
pour que finalement on ait un incitatif à développer l'économie locale. Et ça, bon, ça peut être fait dans toutes sortes de domaines, évidemment. Hein. Par exemple, on peut penser au REM, le Réseau Express Métropolitain à Montréal. Bon, on a appris que les wagons de ces trains-là allaient être produits en Chine ou en Inde, je ne me rappelle plus. Eh bien, s'il y avait eu un tarif sur les importations, ben, le gouvernement aurait peut-être plus eu tendance à faire construire ces wagons au Québec, puisque en plus on a des usines, bon, on a déjà une expertise dans la matière. Donc bref, voilà, une mesure pour essayer de limiter nos importations, mais évidemment, il faut donc adjoindre à cette mesure-là une mesure pour favoriser justement l'économie locale, donc appuyer nos entreprises locales, que ce soit, bon, évidemment, on peut penser à l'agriculture soutenue par la communauté, mais on peut penser à plein de secteurs de l'économie qui actuellement sont des entreprises qui actuellement offrent des services, mais bon, ça va être très niché ou bien ça va être des produits de luxe parce que ça coûte cher. Ça coûte plus cher à produire au Québec qu'en Chine. Donc, par exemple, une entreprise, je ne sais pas moi, qui produit des sacs à dos ou des verres, peu importe, toutes des choses qu'on pourrait faire ici au Québec. Eh bien, si on appuyait les entreprises qui le font avec différentes formes d'aide, eh bien, peut-être que là, il y aurait moyen justement de faire diminuer le coût de ces produits-là et donc ça permettrait aux consommateurs de se les procurer plutôt que d'aller vers l'option moins dispendieuse, mais fabriquée en Chine ou au Bangladesh ou je ne sais trop. Donc, bref, il faudrait absolument profiter de la crise actuelle, la crise écologique actuelle pour amorcer une transition vers un modèle économique qui serait plus respectueux de l'environnement. Ça fait le tour donc de ces 5 chantiers. J'ai dit que c'était des mesures simples, mais en même temps, c'est vrai que quand on fait le portrait d'ensemble, c'est quand même ambitieux. Mais l'état actuel de la société, de l'économie et de la planète nous oblige, je pense, à être ambitieux. Et donc, dans cette nécessité-là d'opérer un changement de cap, eh bien, l'État peut être donc un levier pour à la fois combattre les inégalités et combattre les changements climatiques. Et c'est ce qu'on a voulu faire en présentant donc ces quelques propositions des 5 chantiers pour changer le Québec. Voilà. Je passerai à la question.